Bonjour et bienvenue dans la capsule d'information décrivant le cadre juridique applicable à la gestion des eaux retenues par les barrages-réservoirs au Québec. Du fait de leur nombre et de leur impact sur l'environnement, les barrages ont façonné le paysage hydrique du Québec. Créant de vastes bassins d'eau en amont des barrages et asséchant les berges en aval, plusieurs écosystèmes et des populations entières ont dû à la construction des barrages composer avec leur nouvelle réalité. Ils ont ensuite continué à s'adapter à la gestion des niveaux d'eau choisis par les propriétaires de ces barrages. Aujourd'hui, une autre variable s'ajoute à cet équilibre précaire, soit les changements climatiques. Le Québec compte environ 10 000 barrages et digues. Plus de 8 000 barrages d'au moins 1 mètre de hauteur sont assujettis à la loi sur la sécurité des barrages. Ces barrages appartiennent à divers types de propriétaires: gouvernement provincial et fédéral, municipalités, entreprises privées, organismes à but non lucratif, citoyens, etc. La finalité de la plupart de ces barrages, construits en majorité à partir de la fin du 19e siècle, a évolué au cours du temps. Autrefois destinés à alimenter des moulins, à permettre le flottage du bois, le transport de minerais ou le contrôle des crues et la production d'électricité, plusieurs de ces barrages servent aujourd'hui à préserver la faune et la flore, les prises d'eau, les sites historiques et surtout les lieux de villégiature qui se sont développés au fil du temps. Un répertoire des barrages d'une hauteur de 1 mètre et plus est disponible sur le site Internet du ministère de l'Environnement du Québec. 3 différents modes de gestion des niveaux d'eau sont utilisés au Québec en fonction de la finalité des barrages pour assurer un approvisionnement en eau adéquat. Le régime de type naturel, qui respecte le cycle naturel des périodes d'étiage, c'est-à-dire les périodes où le niveau de l'eau est au plus bas dans le lac en amont. Les débits mensuels maximum au barrage surviennent au printemps, lors de la crue printanière, résultant de la fonte des neiges, et les débits minimums en hiver et ou en été. Le régime d'inversion, qui se caractérise par des débits maximums en hiver et des débits mensuels minimums au printemps lors de la fonte des neiges. Ce régime inverse le régime hydraulique naturel des plans d'eau. Il est utilisé essentiellement pour assurer l'approvisionnement en eau nécessaire à la production d'hydroélectricité. Le régime d'homogénéisation, qui maintient un débit constant durant toute l'année. Plusieurs lois et règlements s'appliquent aux barrages. De la construction d'un barrage à sa démolition, en passant par sa rénovation et sa gestion, de nombreuses normes juridiques s'appliqueront. Il n'y a pas de distinction dans la loi s'il s'agit d'un barrage hydroélectrique ou pas. A priori, cette réglementation s'applique peu importe l'utilisation qui en est faite. Il est vrai toutefois que la loi sur le régime des eaux ne s'applique pas à un barrage construit en vertu d'une loi spéciale, ce qui est le cas de plusieurs barrages hydroélectriques possédés par Hydro-Québec. La principale loi qui encadre spécifiquement la gestion des barrages est la loi sur la sécurité des barrages. Cette loi a été adoptée en 2000 par le gouvernement du Québec pour répondre à un besoin d'encadrer la pratique des gestionnaires des ouvrages de retenue des eaux. La loi classe les barrages en 3 catégories en fonction de leur hauteur et de leur capacité de retenue. La catégorie des petits barrages comprend les ouvrages dont la hauteur varie entre 1 et 2 mètres et dont la capacité de retenue est inférieure à 1 million de mètres cubes. Ils sont exemptés de l'application de la loi. Les barrages à forte contenance sont soit très hauts ou ont une capacité de retenue importante. Les barrages à faible contenance varient en hauteur, mais ont une faible capacité de retenue. Les barrages du lac Montjoie, de North Atlee et le Grand Lac Saint-François sont des barrages à forte contenance en raison de leur hauteur
et de leur volume de retenue. Cette catégorie de barrages possède de nombreuses obligations en raison du plus grand risque que présentent ces ouvrages pour la sécurité des biens et des personnes. La loi sur la sécurité des barrages stipule que les propriétaires des barrages à forte contenance ont plusieurs obligations, dont 1. Le propriétaire d'un barrage doit obtenir au préalable une autorisation du ministère de l'Environnement pour toute construction, modification, démolition ou changement d'utilisation du barrage. Il est à noter qu'une autorisation du ministère des Ressources naturelles et de la faune est également nécessaire en vertu de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Des conditions concernant la gestion des barrages pourraient être associées à la délivrance de ces autorisations. 2. Le rôle des propriétaires de barrages est principalement d'assurer la surveillance et l'entretien de l'ouvrage. Ces obligations se traduisent par des visites de reconnaissance qui dressent l'état sommaire du barrage et des inspections qui vérifient l'état de l'ouvrage. 3. La loi exige du propriétaire de l'ouvrage de prendre les mesures nécessaires en cas de situation compromettant la sécurité du barrage. 4. Le propriétaire doit faire une évaluation complète de la sécurité des installations par un ingénieur. Cette évaluation s'accompagne d'un plan de gestion des eaux retenues et d'un plan de mesures d'urgence. 5. Ce plan de mesures d'urgence indique les mesures qu'il prendra en cas de rupture du barrage pour protéger la population. Ce plan est révisé à chaque évaluation de la sécurité du barrage. 6. Le propriétaire doit tenir à jour un registre qui énumère toutes les actions posées et les événements importants en lien avec la sécurité du barrage. Tous les barrages doivent posséder un plan de gestion des eaux retenues. Au terme de l'article 30 du règlement sur la sécurité des barrages, le plan doit décrire l'ensemble des mesures qui seront prises par le propriétaire pour gérer de façon sécuritaire les eaux retenues, notamment lors de situations susceptibles de compromettre la sécurité des personnes ou des biens localisés en amont ou en aval du barrage, à l'exception de celles visées par le plan de mesures d'urgence. Le plan de gestion des eaux doit contenir, entre autres, 1. La description du réseau hydrographique en amont et en aval du barrage, incluant l'estimation des crues et du temps de réponse du bassin versant, ainsi que, le cas échéant, la mention de la présence d'autres ouvrages dans le réseau qui peuvent affecter la gestion du barrage ou dont la gestion peut être affectée par celui-ci en quantifiant cette influence. 2. Les contraintes d'exploitation relatives à la sécurité des personnes ou des biens localisés en amont et en aval du barrage, considérés en période normale et en période de crue. 3. Le niveau maximal d'exploitation. 4. Le débit et le niveau correspondant à la crue de sécurité. 5. La hauteur ou le niveau à partir duquel le réservoir déborde en son point le plus bas. 6. La courbe d'emmagasinement, si elle est disponible. 7. La courbe d'évacuation en fonction du niveau des eaux. 8. Dans le cas où les zones avoisinant le barrage sont habitées, les seuils d'inondation en amont et en aval. 9. La description des mesures qui seront prises par le propriétaire pour gérer les eaux retenues, notamment lorsque le débit atteint le seuil mineur d'inondation, soit le débit à partir duquel des biens peuvent être affectés par les eaux évacuées par le barrage. 10. Le cas échéant, la description de la stratégie de communication des risques aux autorités responsables de la sécurité civile, aux autres propriétaires de barrages du réseau hydrographique, aux entreprises et à la population éventuellement affectée par l'application du plan de gestion des eaux retenues.
Un propriétaire de barrage est tenu, en tout temps, d'apporter à son plan de gestion toutes les modifications nécessaires en cas de changement qui affectent les mesures qui y sont prévues ou les renseignements qui y sont indiqués. Il doit ensuite en transmettre une version sommaire à sa municipalité locale. Les plans de gestion doivent, par conséquent, tenir compte des changements climatiques puisque ces derniers affectent l'hydrologie du bassin versant du barrage. Selon l'article 981 du Code civil du Québec, un propriétaire riverain peut utiliser un cours d'eau qui borde ou traverse son fond seulement si, à la sortie de son terrain, il rend ses eaux à leur cours ordinaire, sans modification importante de la quantité ou de la qualité de l'eau. Les barrages font exception à cet article parce qu'ils sont des ouvrages d'utilité publique ou parce qu'ils datent d'une autre époque. Mais quoi qu'il en soit, le propriétaire d'un barrage ne peut le gérer en faisant abstraction des impacts qu'il occasionne en aval de son barrage. C'est pourquoi le gouvernement provincial a établi en 1999 la politique de débit réservé écologique pour la protection du poisson et de ses habitats qui exige, sauf exception, qu'un débit minimal d'eau s'écoule de tous les barrages afin de protéger la population de poissons et leur habitat en aval des barrages. Les activités assujetties à cette politique incluent les nouveaux projets d'aménagement hydroélectrique, le suréquipement de centrales existantes, la réfection de barrages désaffectés, de même que les révisions des plans de gestion des eaux retenues présentés au ministère de l'Environnement du Québec. Elle inclut également les projets de prélèvement d'eau et de dérivation de cours d'eau. Le débit réservé écologique doit être calculé à l'aide des méthodes fiables et scientifiquement reconnues et qui sont spécifiées dans la politique. Il doit être modulé selon les diverses périodes biologiques identifiées pour le ou les tronçons perturbés. La responsabilité du propriétaire, gestionnaire ou exploitant d'un barrage en cas de dommages liés à la gestion du niveau d'eau dépendra d'une pluralité de facteurs, tels que son statut ou des conditions dans lesquelles le barrage a été construit ou est exploité. Elle dépendra également de l'existence d'une obligation particulière, d'origine légale ou conventionnelle. Enfin, la finalité du barrage influence la responsabilité dans la mesure où elle détermine le niveau d'eau optimal pour l'exploitation du barrage. Or, le niveau optimal pour un barrage hydroélectrique ne correspond pas nécessairement au niveau requis pour des activités récréatives ou pour la protection de l'environnement. Il existe plusieurs types de responsabilités, soit les régimes particuliers ou la responsabilité de droit commun pour faute et sans faute. Nous verrons chacun de ces régimes plus en détail. Plusieurs régimes de responsabilité établis en vertu de lois spéciales peuvent s'appliquer à la gestion des barrages. Par exemple, la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés permet au procureur général de prendre une action en réparation contre l'auteur de dommages lorsque, par le fait, la faute ou l'acte illégal d'une personne, des dommages sont causés aux ressources en eau, notamment par une altération de leurs propriétés physiques, chimiques ou biologiques, de leur fonction écologique ou de leur état quantitatif. Cette action se prescrit par 10 ans à partir du moment où le ministre a connaissance des dommages. Certains gestionnaires de barrages ne relèvent pas du régime de responsabilité de droit commun en raison de leur statut particulier. Par exemple, la responsabilité du gouvernement du Canada ne peut être cherchée directement sur le fondement du Code civil ou de la loi sur le régime des eaux
en raison de la loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif. À partir de 1912, des lois privées ont autorisé le gouvernement du Québec à régulariser le débit de certains cours d'eau et peuvent avoir expressément limité la responsabilité du gestionnaire de barrage. C'est le cas de la loi concernant le barrage réservoir des Rapides des Seines qui stipule qu'aucun recours ne peut être exercé par le gouvernement du Québec pour des dommages causés par l'exploitation du barrage et pouvant résulter notamment d'infiltration ou d'érosion des sols par l'effet des eaux jusqu'au niveau de 201,9 mètres. Le contraire est également possible. Par exemple, le décret fédéral de 1914 autorisant la Commission des eaux courantes à construire le barrage réservoir Gouin comporte une clause de responsabilité qui stipule que la Commission ainsi que ses successeurs assumeront toute responsabilité pour tout dommage relié à la construction du barrage. La gestion de barrages peut donner naissance à des obligations contractuelles touchant spécifiquement le contrôle des niveaux d'eau. Plusieurs cas de figure sont présents au Québec. Premièrement, les obligations contractuelles peuvent découler de clauses particulières à l'intérieur des contrats. Par exemple, au début du 20e siècle, la Commission des eaux courantes a construit des barrages sur plusieurs rivières québécoises pour en régulariser le débit. L'administration publique a alors passé divers accords de cession, concession et de baux pour l'exploitation de ces barrages, au terme desquels le gestionnaire du barrage assumait la responsabilité liée aux dommages causés par le barrage et devait faire rapport au gouvernement sur la fluctuation des niveaux d'eau. Par ailleurs, plusieurs actes de vente ou de cession entre particuliers précisent qu'il est interdit d'accroître la hauteur du barrage. Deuxièmement, lors de la construction de barrages, des servitudes d'inondation et d'érosion indiquant une cote maximale du niveau d'eau doivent être créées au profit du fonds du propriétaire du barrage pour éviter les poursuites de riverains résidant dans les zones de submersion permanente ou temporaire. Une élévation du niveau d'eau au-delà de la cote stipulée ou du schéma d'inondation annexé à la servitude permet alors au propriétaire du fonds servant, soit celui qui a consenti une servitude, d'agir contre le propriétaire du fonds dominant, soit le propriétaire du barrage. Puisque peu de ces servitudes ont été sollicitées par le passé, les exploitants de barrages se retrouvent aujourd'hui sans servitude d'inondation. Troisièmement, d'autres types d'accords apparus plus récemment visent le maintien d'un certain niveau d'eau pour assurer, par exemple, la viabilité d'écosystèmes ou des divers usages de l'eau, comme les activités récréo-touristiques et le développement de sites de villégiature, ou encore pour respecter certaines préoccupations des communautés locales. Lorsqu'il n'y a pas de contrat, la responsabilité de droit commun peut s'appliquer. En vertu de l'article 1457 du Code civil du Québec, toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Dans ce cas, la responsabilité du gestionnaire ou du propriétaire du barrage est engagée seulement lorsqu'il y a une faute de sa part. Il faudra donc vérifier l'existence et l'intensité d'obligations particulières imposées aux propriétaires ou exploitants en matière de gestion des niveaux d'eau et son devoir général de respecter les règles de conduite
que lui imposent les usages ou les circonstances. La Cour d'appel précise, cependant, qu'est fautive la gestion des niveaux d'eau qui n'est pas diligente ou qui ne satisfait pas aux normes habituellement requises dans le domaine. La responsabilité d'un gestionnaire ou propriétaire d'un barrage peut également être établie sans qu'il y ait de faute commise. En effet, la loi sur le régime des eaux instaure un régime de responsabilité sans faute grâce à son article 13 qui stipule que le propriétaire et l'exploitant d'un barrage construit dans un cours d'eau sont garants de tout préjudice qui peut résulter à autrui par la trop grande élévation des écluses ou autrement. La mise en œuvre de cette responsabilité suppose donc que la victime fasse la preuve du dommage et du lien de causalité entre ce dommage et la présence du barrage, sans avoir la charge de démontrer une faute du gestionnaire de l'ouvrage. Il incombera donc au demandeur de prouver que son préjudice n'aurait pas été réalisé si le barrage n'avait pas été construit. Selon la jurisprudence, le dommage réparable en vertu de l'article 13 doit s'entendre de tout dommage résultant à autrui de la présence du barrage, qu'il s'agisse de la rétention de l'eau ou de son débordement. De plus, au regard de la décision Southern Canada Power, tant les dommages causés aux propriétés riveraines qu'aux personnes sont couverts par ce régime de responsabilité. Quant aux moyens de défense des gestionnaires de barrages, on observe que les défendeurs sont tentés de plaider la force majeure, mais souvent en vain. Dans une étude de 1997, Giroux relevait que des pluies inhabituelles et abondantes, des crues printanières, la débâcle, les changements de température n'avaient pas été considérés comme des cas de force majeure par les tribunaux. La responsabilité de l'exploitant d'un barrage pourrait également être engagée sur le fondement de la responsabilité pour trouble de voisinage prévue à l'article 976 du Code civil du Québec. En 2008, la Cour suprême est venue préciser que même lorsque toutes les obligations contractuelles ou légales sont respectées, toute personne est quand même tenue de ne pas occasionner des inconvénients anormaux à son voisinage. Donc, en appliquant la responsabilité sans faute de l'article 976, le propriétaire d'un barrage qui tenterait d'échapper aux conséquences de sa gestion des eaux sur les propriétés riveraines ne pourrait donc pas invoquer le respect d'un niveau d'eau situé dans les limites fixées par son plan de gestion, par contrat de vente, par tout autre document ou pratique, ni même par la loi. Le seul fait que sa gestion des eaux retenues par le barrage dont il est propriétaire cause un inconvénient anormal au voisinage suffirait à l'obliger à réparer les dommages. L'inconvénient anormal reste cependant à prouver. Le projet Acclimatons-nous compte sur le soutien financier de plusieurs partenaires gouvernementaux, municipaux, académiques et communautaires. Pour de plus amples informations sur le projet, nous vous invitons à naviguer sur notre site web et à consulter les différentes capsules d'information. Vous pouvez également nous faire parvenir vos commentaires ou vos questions en nous écrivant à l'adresse acclimaton.nous@sherbrooke.ca. Merci et au plaisir de vous revoir sur notre site web ou en personne.